La situation en Ukraine s'enlise. Moscou d'un côté et l'Ukraine donc de l'autre, soutenue par Washington et l'Union européenne, multiplie les déclarations sans faire pencher la balance diplomatique. L'Est du pays est plus que jamais en proie aux violences des séparatistes pro-russes qui gagnent du terrain. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Pierre Laurin, écrivain, journaliste, spécialiste de la Russie et auteur de l'ouvrage Moscou et la naissance d'une nation, paru aux éditions Bartilla. Pierre Laurin, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on se retrouve aujourd'hui dans un scénario à la guerre froide? C'est très difficile à répondre à cette question, tout simplement parce que la guerre froide correspond à une phase d'opposition idéologique entre deux systèmes. Nous ne sommes pas du tout dans la même configuration. Je dirais que pour passer à une phase de guerre froide, il faudrait d'abord passer à une phase directe de guerre chaude en Ukraine, ce qui n'est pas du tout le cas. Lorsque l'on parle des séparatistes ukrainiens de l'Est, en fait, il ne s'agit pas de séparatistes, il s'agit de gens qui sont plutôt partisans d'une fédéralisation de l'Ukraine. Ils ne veulent pas quitter l'Ukraine. Ce qu'ils veulent, c'est que leur voix compte et soit prise en compte par le gouvernement de Kiev, ce qui est tout à fait différent. Parce que dans l'Est du pays, il y a une majorité russophone, c'est ça? Il y a une majorité non seulement russophone, mais qui est de culture très proche de la Russie. Vous savez, l'Ukraine et la Russie ont été unies dans un même État qui était l'Empire russe depuis 1654. C'est-à-dire que ça crée des liens. En revanche, l'ouest de l'Ukraine n'était pas directement intégrée dans l'Empire russe, elle appartenait plutôt à l'Autriche-Hongrie ou à la Pologne, ce qui explique l'orientation pro-européenne de l'Ouest par rapport à l'orientation pro-russe de l'Est. Mais ce sont des identités qui sont très proches, mais qui ne sont pas exactement identiques. On est à peu près dans le même cas qu'en Belgique avec les Flamands et les Wallons. Dites à un Flamand que c'est un Wallon, il se sentira insulté. En Ukraine, c'est exactement la même chose. La solution aujourd'hui pour l'Ukraine, alors, c'est quoi d'après vous? Je crois que la seule solution, c'est que l'on se mette réellement autour d'une table et que les choses avancent. Il y a un plan qui existe, qui a été signé le 17 avril à Genève par la Russie, l'Ukraine, les États-Unis et l'Union européenne, mais visiblement, il n'y a rien qui se passe. Par exemple, il y avait une opération militaire du gouvernement ukrainien dans l'est de l'Ukraine pour réduire les villes qui avaient été prises par ce qu'on appelle les séparatistes, mais qui en fait ce sont plutôt des insurgés. Cette opération devait s'arrêter. Elle ne s'est pas arrêtée, c'est-à-dire que le gouvernement de Kiev, volontairement, n'a pas respecté l'accord qui avait été signé. Et cela très vite. Ce n'est pas 3 mois plus tard, c'est dans les jours qui ont suivi, l'accord n'a pas été respecté. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il y a des éléments à Kiev, comme d'ailleurs à l'est de l'Ukraine, qui ne veulent pas aujourd'hui d'une solution négociée, tout simplement parce qu'ils espèrent obtenir des avantages politiques dans la lutte qui dure en Ukraine depuis très longtemps. Elle n'est pas récente, cette lutte. Elle date pratiquement de la révolution orange de 2005, et même avant, il y avait déjà des tensions entre les différentes parties de l'Ukraine. Mais ce qui est très extraordinaire et dont on ne parle jamais, c'est que en 2010 comme en 2012, il y a eu des élections. Et ces élections ont été gagnées par ce que l'on appelle aujourd'hui les partisans de la fédération, de la fédéralisation de l'Ukraine, c'est-à-dire l'Est. Les partisans de l'Est ont élu Yanukovych, même si ça ne leur plaisait pas, mais ils l'ont élu. Les élections législatives en 2012, c'est-à-dire il y a 1 an et demi, ont donné également une assise législative au président Yanukovych, et les prochaines élections, les élections présidentielles, devaient avoir lieu exactement dans 1 an. C'est-à-dire qu'on est dans une séquence électorale qui, normalement, n'aurait pas dû être interrompue. Elle a été interrompue. Euh,
le gouvernement actuel de Kiev ne représente pas les intérêts de ceux qui ont gagné les élections précédentes, je trouve qu'il y a une logique dans ce qui est en train de se passer. Pierre Laurin, est-ce que finalement on va vers une partition de l'Ukraine, c'est-à-dire d'un côté ceux de l'Est qui veulent être plus proches de la Russie et d'un autre côté ceux de l'Ouest qui veulent être plus proches des Européens et des Américains? Je pense qu'on se rapproche plutôt d'une solution fédérale. Solution fédérale, c'est un même État avec deux ou plusieurs parties qui s'autogèrent et qui se gèrent toutes seules et ça marche très bien dans des tas de pays. Les États-Unis sont une fédération, l'Allemagne est une fédération, la Belgique est une fédération. Pourquoi l'Ukraine devrait-elle être un État unitaire alors que, visiblement, les différences entre les deux parties de l'Ukraine sont très importantes et elles ne pourraient réellement être conciliées que dans le cadre d'un État fédéral où il y aurait un gouvernement central qui s'occuperait des grandes questions de politique étrangère, d'unification de diverses possibilités politiques ou économiques, mais qui donnerait à chacune des parties une légitimité pour gérer ses propres affaires. Mais justement, quand vous parlez de politique étrangère, ça poserait un petit problème parce que quand on penche plutôt du côté de la balance russe et plutôt du côté de la balance européenne et américaine, on n'a pas vraiment les mêmes vues là-dessus. La question est tout à fait annexe, disons, la politique étrangère est tout à fait annexe. Ce qui importe aujourd'hui, c'est essayer de pacifier l'Ukraine et surtout tenir compte de ses intérêts économiques. Il se trouve que la presque totalité de l'industrie ukrainienne se trouve à l'Est et ses débouchés normaux, c'est la Russie. C'est-à-dire que on ne peut pas aller à l'encontre de l'économie. Il y a une grande majorité des habitants de l'Est qui dépendent des contrats avec la Russie pour vivre. Contre ça, la politique étrangère ne peut pas grand-chose. On peut effectivement essayer d'orienter l'industrie ukrainienne vers l'Union européenne, mais ça demande des efforts gigantesques et des investissements gigantesques, tout simplement parce que cette industrie est une industrie essentiellement de défense. L'Ukraine produit des moteurs pour les hélicoptères russes, des moteurs pour les avions russes, des turbines pour les navires russes, des missiles stratégiques pour les forces russes, et tout ça, ils ne peuvent pas le vendre à l'Union européenne ou aux États-Unis. C'est impossible. Donc, si l'Union européenne ou les États-Unis continuent d'insister pour une union économique avec l'Ukraine, c'est aux dépens des intérêts de l'Est de l'Ukraine qui est la seule, puissance économique à l'intérieur de l'Ukraine qui permet de faire tourner l'économie du pays. Le reste, effectivement, l'Ukraine produit des céréales, mais nous, dans l'Union européenne, on n'achète pas des céréales. Au contraire, on paye nos agriculteurs pour qu'ils n'en produisent pas. C'est-à-dire que contre l'économie, on ne peut pas grand-chose. Alors on peut, comme disait le général de Gaulle, sauter comme des cabris en disant l'Europe, 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 mais pour les Ukrainiens, ça ne représentera pas une planche de salut, sauf si on prend l'Ukraine à la remorque financière et qu'on fait comme on a fait pour d'autres pays que l'on a intégrés à l'Union européenne. On les finance jusqu'à un point où ce n'est plus possible pour nous. Or actuellement, l'Union européenne n'a plus réellement les moyens de financer un pays comme l'Ukraine. Pierre Laurin, merci pour tous ces éclaircissements. Merci d'avoir été en ligne avec nous en direct Merci à vous. Ce matin sur Judaïque FM. Je rappelle donc que vous êtes écrivain, journaliste, spécialiste de la Russie et auteur, entre autres, de l'ouvrage Moscou et la naissance d'une nation, paru aux éditions Bartilla.